Merci beaucoup et merci Rebecca pour l'introduction. Et en fait, c'est bien d'avoir mentionné cet événement de même pour donner le goût de la recherche en maths aux étudiants parce que c'est aussi un des thématiques que j'aimerais vous donner aujourd'hui dans ma présentation. Donc, j'ai choisi de vous présenter le théorème de Bézout que je vais bientôt vous énoncer. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, c'est que j'ai l'impression que dans vos cours de mathématiques, vous avez souvent tendance à comme traiter, mettons, les énoncés, les affirmations mathématiques comme étant des choses qui sont soit vraies, 100%, sinon fausses, et que si c'est vrai, on l'ajoute dans notre boîte d'outils. Si c'est faux, on le rejette, on l'abandonne et on avance à au prochain sujet. Alors que ce n'est pas vraiment le cas dans les recherches ou même dans le projet général de comprendre comment fonctionnent les maths, l'algèbre, le monde en général. Et donc, c'est l'idée aujourd'hui. Je vais vous présenter un théorème dont c'est possible de donner un énoncé qui est presque vrai. Et on va ensuite voir qu'il y a des contre-exemples et on va trouver des moyens de résoudre les contre-exemples, de corriger l'énoncé du théorème et finalement se rendre à un théorème qui va tenir, qui serait vrai. OK. Et donc, c'est pour vous donner aussi un peu le goût de comment fonctionnent les recherches en mathématiques. Donc, le théorème de Bézout, ça porte sur les courbes algébriques. Donc, je vais commencer par vous définir c'est quoi une courbe algébrique. Mettons dans le plan, donc je vais parler de courbe C dans le plan R2. Qu'est-ce que c'est? C'est une courbe, c'est donné par une équation et le mot algébrique ici signifie que l'équation doit être algébrique. Donc, c'est l'ensemble des solutions à une équation polynomiale. Une équation polynomiale, donc prenant la forme de f de x et y égale 0. OK, et là, ce n'est pas forcément une équation de la forme y égale quelque chose en termes de x, ça peut être quelque chose de mélangé. Donc, mettons x cube y plus 3y carré x moins y plus 1 égale 0, n'importe quoi est permis en termes de courbe algébrique. Et on va dire que le degré d'une courbe algébrique, c'est le degré maximal qu'on voit parmi les différents termes de l'équation. Donc là, je pense que c'est le maximum, degré de C est égal à 4, vu qu'on a un monombre de degré 4 et les autres ont des degrés de plus petits ou égal à 4. OK, donc c'est juste pour dire que ce sont parmi les objets mathématiques les plus simples. On les étudie en géométrie, en algèbre. Les courbes, ce sont des objets de dimension 1, donc c'est forcément plus facile d'étudier une courbe que d'étudier des surfaces ou d'autres espaces mathématiques. Et le fait que c'est donné par une équation algébrique, ça le rend aussi peut-être un peu plus, on espère, un peu plus facile à comprendre. OK, et vous en connaissez déjà plusieurs exemples, donc les exemples de base, degré 1, ce sont exactement les droites que vous connaissez très bien depuis vos études secondaires. Les droites AX plus BY plus C égale 0. OK. Degré 2, en fait, je vais bientôt vous montrer d'autres exemples un peu plus nouveaux par rapport aux courbes que vous connaissez déjà, mais juste pour mentionner celles que vous auriez déjà vues. Donc, les coniques, c'est le mot qu'on utilise pour désigner les courbes de degré 2. Donc là, il y a plusieurs types de courbes de degré 2. Il y a les paraboles, mettons y moins x carré égale 0. C'est une équation de degré 2. Les cercles, donc, OK, je ne vais pas écrire l'équation, mais les cercles. Aussi les hyperboles. Donc, si vous vous souvenez de... OK, ce genre de courbe,
c'est un hyperbole, c'est aussi donné par une équation de degré 2. Et aussi, il y a d'autres qu'on peut dessiner. Mettons, si on prend, il y a aussi les ellipses. Et si on prend n'importe quel de ces trois exemples et qu'on le fait tourner ou le déplacer dans le plan, ça ne change pas le fait que son équation est de degré 2. OK. Il y a plein d'applications des coniques. Ce sont très utiles en physique, en astronomie, les équations de degré 2. Et je voulais brièvement parler des équations de degré 3, juste pour montrer qu'il y a d'autres théories mathématiques intéressantes basées sur les équations de degré assez petites. Donc, degré 3. Ce sont les courbes elliptiques. Telles que si je dessine ma courbe elliptique préférée, c'est donné par l'équation y carré égale x cube plus 1 ou peut-être moins 1, je ne me souviens jamais, mais c'est à peu près comme ça. Et les courbes elliptiques, ce serait en fait un bon sujet pour une présentation du Club Math. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais car il y a toutes sortes d'applications dans la théorie des nombres, liées au fait que c'est juste plus complexe en tant qu'équation. Il y a plus de propriétés intéressantes selon certains aspects de la théorie des nombres, et on les utilise aussi dans la cryptographie. Donc, ça mène tout de suite à une gamme d'applications. OK, après ça, ça devient plus difficile de dessiner les courbes. Donc, je voulais vous montrer quelques autres exemples. Et le théorème de Bézout, ça porte sur compter le nombre de solutions mettons, un système d'équations en deux variables. Donc, c'est-à-dire de prendre deux courbes et de les intersecter et essayer de trouver toutes les solutions. Donc, je voulais vous montrer quelques petits exemples. On va juste regarder. En fait, ce sont presque tous de degré inférieur ou égal à 3. OK, donc une droite croisée avec un parabole et on a les deux points d'intersection montrés. OK, celui-là, on le connaît déjà. Là, OK, j'ai choisi, donc, juste pour montrer le type de choses qui peut se produire, j'ai mis l'équation ici, je ne sais pas si c'est suffisamment lisible, mais c'est de degré 4, x à la 4, blablabla. C'est en fait l'union de toutes les parties en bleu. C'est une seule courbe algébrique, c'est juste qu'il y a plusieurs composantes connexes, mais c'est tout donné par une seule équation. Et en jaune, en orange, c'est un hyperbole, c'est donné par une équation de degré 2. Et on peut voir les 8 points d'intersection montrés en rouge. OK. Degré 3 et degré 2. Donc là, c'est une courbe cubique qui fait le tour et qui intersecte une ellipse en 6 points. Et là, juste pour ajouter un exemple de degré plus grand ou égal à 3 pour les deux courbes, voilà deux courbes cubiques qui s'intersectent et on peut voir qu'il y a 3 plus 3 plus 3, ça donne 9 points d'intersection. OK. Vous pourriez peut-être observer une certaine liaison, lien entre les degrés et le nombre de points d'intersection. Ce serait quoi? Oui? C'est le produit des degrés, c'est ça. OK, donc là, je vais juste mettre de côté les exemples pour le moment. Et on va écrire cet énoncé. Je vais l'écrire de la manière le plus naïf et simple possible et on va voir si ça se tient ou non. OK. Théorème de Bézout. OK. Soit f de x et y, g de x et y, deux polynômes de degré d et e,
de degrés D et E. OK, et C et D, les courbes associées à F et à G. OK, alors, la cardinalité de C intersection avec D est égale à D fois E. OK, et cela conclut ma présentation. Merci beaucoup. OK, non, en réalité, c'est faux. Ce n'est pas vrai ce que je viens d'écrire, mais je vais vous inviter maintenant de penser un peu et de me suggérer, et parlez fort s'il vous plaît, en tenant compte de mes oreilles terribles, de me suggérer des contre-exemples. Et je vais vous dire dès le départ qu'il y a au moins 4 types de contre-exemples différents. Oui? Une parabole, une droite qui est tangente à un point de la parabole. OK, donc je vais dire parabole et tangente, et je vais le marquer, j'ai numéroté les types que je cherche. Donc, ça va être un type 3. OK, merci. Oui? Deux droites parallèles. Deux droites parallèles. Donc, celui-là, je vais l'appeler 4. OK? Oui? Deux cercles qui s'intersectionnent. Deux cercles comme ça, et ça donne 2 points au lieu de 4. OK, celui-là, c'est type 2 et aussi type 4. Merci. Ensuite? Deux droites qui sont exactement les mêmes. Deux droites qui? Sont exactement les mêmes. Deux, OK. Je me demandais si quelqu'un allait suggérer celle-ci. Merci. Donc, je vais dessiner la première droite, puis ensuite la deuxième droite. Donc, OK, type 1. Si le premier, on va juste rejeter celui-là. Merci. OK, oui? Un hyperbole avec un cercle qui est à un point en haut puis 2 points en bas. Alors, ça fait 3 points d'intersection. OK. Donc, si je te comprends bien, c'est ça. OK. Selon toi, c'est quel type de contre-exemple? Oh, j'aurais dû mettre une horloge. Oui. 5. Non, en fait, on a déjà trouvé les 4. Donc, c'est juste des combinaisons des 4. Celui-là, c'est 3 et... OK, merci. C'est le seul, c'est 3. OK. Personne n'a suggéré un parabole avec une droite qui ne le touche simplement pas. C'est une autre possibilité. Celui-là, c'est aussi... non, en fait, c'est 2. Le 4, ça va être le parallélisme. C'est des... on va expliquer les différents types. OK. Je pense que vous avez trouvé la plupart des types que j'avais pensé à moi-même. Mais je vais juste mentionner, par exemple, que 2 cercles concentriques, c'est en fait 2, 3 et 4 en même temps. Et c'est possible de trouver des contre-exemples qu'une fois qu'on aurait compris qu'est-ce qui est en train de passer vers la fin de la présentation, vous pourriez retourner sur ces exemples et voir à quel point chacun de 4 phénomènes s'est produit dans différentes combinaisons. Oui? On pourrait avoir n'importe quel polynôme puis une droite verticale. Quel type de polynôme? N'importe quel polynôme, genre ça peut être degré 3. Ah, oui, OK, j'aime bien ça. Donc, n'importe quel polynôme comme ça, y égale f de x, et une droite verticale. En fait, je n'ai pas pensé à celui-là, mais je pense que c'est seulement le type 4. Donc, c'est c'est ce que je pense. OK, super, merci. Là, je vais vous arrêter. Il y a quelques autres. On peut prendre 2 cercles disjoints. Il y a quelques autres variations avec des paraboles au lieu des cercles, mais ça revient à plus ou moins la même chose. OK, et la seule autre observation que je voulais affirmer, là, c'est qu'il y a seulement 4 types de contre-exemples, et les autres idées que j'avais mènent toujours à certaines combinaisons des mêmes phénomènes. Donc là, je vais commencer à essayer de classifier qu'est-ce qui était derrière chacun de ces contre-exemples, en commençant avec le numéro 1. OK.
En passant, on aurait pu juste décider que le théorème était faux et que ce n'était pas vrai que deux courbes se rencontrent en D fois E point. Sauf que dans les autres exemples que je vous ai montrés, c'était très clair qu'il y avait une raison derrière le fait qu'on pouvait trouver 6 points, 8 points. Ce n'était pas seulement une coïncidence. Donc, c'est vraiment ça l'idée de prendre les contre-exemples et d'essayer de les comprendre et de voir si on peut modifier un peu l'énoncé du théorème afin de l'améliorer et de trouver une version qui fonctionne. Donc, voilà 4 types de contre-exemples. OK. Le premier, en fait, je vais même donner une version de ce premier type de contre-exemple un peu plus général. C'est un facteur en commun. Donc là, on avait 2 fois la même équation. C'est clair que ça ne donne pas un ensemble fini de solutions, ça donne la courbe au complet. Mais la même chose se serait produit si on avait, par exemple, f est égal à f1 fois f2 et g est égal à f1 de nouveau fois, OK, je vais écrire g2. Donc si j'avais, par exemple, x fois OK, y moins x carré. Les solutions, si je mets cette équation égale à 0, il y a 2 types de solutions. On peut avoir x égale 0 ou bien y moins x carré est égal à 0. Ça nous donne l'union de 2 courbes. Et si on avait le même facteur en commun avec autre chose ici, ça nous donnerait de nouveau le x en commun, plus peut-être d'autres choses, mais c'est clair que déjà, on aura la courbe donnée par F1 en commun aux 2 ensembles de solutions. Donc, effectivement, si on a un facteur en commun, la courbe F1 de x et y égale 0 fera partie de l'ensemble des solutions à f et à g. De l'ensemble des solutions à f et à g, et donc on n'aura assurément pas un ensemble fini de solutions. Donc, cette situation-là, selon moi, on peut voir assez directement le problème. En plus, il y a des algorithmes pour prendre un polynôme avec des coefficients, mettons, rationnels ou entiers et de le factoriser en facteur irréductible. Donc, il y a des algorithmes qui terminent en temps fini pour factoriser les polynômes. Donc, c'est possible de prendre 2 polynômes. Oh. OK, je vais juste les effacer. Désolé, je n'ai pas assez d'espace. Mais c'est juste pour dire que c'est possible de détecter ce genre de contre-exemple en pratique. Et en plus, selon moi, il n'y a pas vraiment de manière de corriger ça. C'est juste, au fond, on n'a pas 2 équations. C'est comme si on avait une seule équation et c'est simplement, le théorème ne va pas s'appliquer. Donc, notre solution, OK, qui est parfois la seule chose à faire avec une certaine classe de contre-exemple, c'est le refus. On va juste dire, non, OK, le théorème, ça ne s'applique pas à ce genre de choses-là, on le rejette. Donc, on va simplement imposer, on impose une hypothèse supplémentaire. On va dire que, désormais, on va prendre pour acquis que f et g n'ont pas de facteur en commun. OK, on impose l'hypothèse que f et g n'ont pas de facteur en commun. OK, et c'est ça. Et c'est parfois la bonne manière de corriger un type de contre-exemple si c'est assez spécifique et si c'est clair que ça change grandement la situation donnée et que c'est juste le théorème ne devrait pas s'appliquer. OK. Par contre, pour les autres contre-exemples, on va avoir d'autres façons de les régler. Donc, allons au deuxième exemple. Je pense que je vais juste recommencer à gauche.
OK, 2. C'est les solutions en nombres complexes. Solutions complexes sur les nombres complexes, C. Donc, c'était le cas pour, je pense que je les ai effacés, mais l'exemple de base, selon moi, ce serait un parabole avec une droite disjointe. Donc, si j'ai, par exemple, y moins x carré égale 0, et je l'intersecte avec y égale moins 1, ça me donne, là, c'est y égale x carré et y égale moins 1. Donc, ça me donne moins 1 égale x carré. OK. Et en fait, c'est un phénomène qu'on peut reconnaître de la situation des équations sur une seule variable. Donc, c'est déjà un phénomène qu'on connaît, par exemple, en étudiant les équations polynomiales quadratiques dans X, que parfois, la formule quadratique nous donne des solutions complexes. Et c'est donc, OK, c'est triste, on n'a pas d'interprétation géométrique, au moins directement, mais c'est aussi inévitable dans deux équations, tout comme pour les équations univariées. Donc là, c'est ça. Et les autres exemples que j'avais donnés, les deux cercles concentriques, si on essaie de résoudre les équations, on va voir qu'il y a des solutions complexes. Et parfois, dans les autres exemples, il y avait une collection comme, je pense que celui-là, si je me souviens bien, c'est qu'il y a deux solutions ici et les deux autres solutions étaient en nombre complexe. OK, donc ce n'est pas toujours facile de les voir depuis l'image, depuis le dessin, mais c'est quand même un phénomène qu'on peut comprendre mathématiquement. Donc là, la solution serait juste d'accepter. OK, solution, acceptation, et donc d'élargir. OK, acceptation, ou au moins acceptation partielle. On va élargir l'ensemble des valeurs possibles pour x et y. Élargir l'ensemble, les valeurs possibles pour x et y. Mais par contre, pour la géométrie, en fait, ce qu'on fait d'habitude, c'est de continuer à faire les dessins sur R et de faire semblant de faire la géométrie réelle, mais en prenant en compte qu'une fois qu'on essaie de démontrer les théorèmes et de résoudre les équations, on va accepter que parfois, ça nous donne des solutions complexes. Donc, c'est ce que je vais continuer à faire. Je vais vous dessiner des courbes réelles, mais abstractement, on va les considérer comme des équations sur des variables complexes. OK. Donc, c'est ça. Mais continuez à dessiner des courbes réelles. OK. Et en fait, c'est peut-être un peu surprenant que l'élargissement de l'ensemble des valeurs possibles qu'on aurait dû faire pour les équations en une seule variable suffit aussi pour les équations en deux variables. Donc, il y a quelque chose de non trivial qui se produit ici, que les nombres complexes qui étaient nécessaires même pour les équations dans X, en fait, ça suffit pour résoudre une grande partie des contre-exemples au théorème de Bézout. On n'a pas besoin d'autres valeurs, d'autres types de nombres que les nombres complexes. OK. Et je pense que je voulais vous donner un peu l'intuition de comment voir ce qui se passe ici. Donc là, juste pour faire une comparaison, si j'avais un parabole fixe, donc là, y moins x carré égale 0, et une droite qui croise en deux points le parabole et que je déplace la droite vers le bas. Une fois que je dépasse la droite tangente, je n'aurai plus de solution, et c'est plus ou moins comme ça que produisent les solutions complexes. Et c'est la même chose pour plusieurs autres des contre-exemples qu'on avait dessinés, comme par exemple, si j'avais pris deux cercles, OK, j'avais dit qu'il y avait d'autres solutions complexes, mais il y a aussi les deux solutions réelles. Et on peut imaginer que si on déplace un des cercles à droite, alors ici, OK, dans le background, il y a deux solutions complexes qui se sont produites.
Et c'est à peu près comme ça, c'est juste qu'ici, il y a deux solutions réelles qui coïncident et ensuite qui évaporent et deviennent complexes. OK. Donc, c'est ça le deuxième type, et heureusement, c'est quelque chose qu'on reconnaît depuis nos autres études mathématiques. OK. Troisième. Et celui-là aussi, on va voir que c'est un peu lié à un phénomène qu'on va reconnaître des équations univariées, mais avec quelques autres ajouts. Donc, c'est les tangences et donc des solutions avec multiplicité. Donc, tangence et multiplicité. Donc, tout ce qui était une droite tangente, un cercle tangent à un parabole, je pense que c'était un des autres. Donc, c'était ça, un point de contact. On avait aussi 2 points ici et 1 point de tangence en haut. C'est à peu près le même phénomène, donc je vais me concentrer sur celui-là. Donc, si on examine l'exemple le plus simple de ce phénomène, ce serait, mettons, y moins x carré égale 0, avec la droite tangente à l'origine qui serait y égale 0. OK. Et donc, on peut voir que l'équation devient x carré. Bien, si j'élimine y, ça me donne x carré égale 0. Et c'est assez clair, selon moi, qu'au moins dans cet exemple, ça revient à juste compter comme une racine double la valeur x égale 0. Donc, je vais appeler ça une solution double. Solution double, tout comme dans les factorisations de polynômes univariés où il y a parfois des facteurs répétés avec des exposants et on les compte comme solutions multiples. Et en fait, je ne l'ai pas énoncé, mais j'avais écrit dans le résumé que le théorème de Bézout, c'est dans un certain sens l'analogue du théorème fondamental de l'algèbre, qui dit que les équations de degré n dans X possèdent n solutions, mais là aussi, il faut dire des solutions peut-être complexes, et aussi compter avec multiplicité. Donc là, de nouveau, on reconnaît un phénomène qu'on avait déjà vu, mais juste pour suggérer comment est-ce que ça peut être un peu plus difficile dans le cas de courbes et d'intersection de courbes. Une chose qui ne se produit pas, OK, il y a un autre exemple assez facile, ce serait les points d'inflexion. Donc là, c'est un point d'inflexion d'une courbe qui serait donné par y moins x cube égale 0 avec y égale 0. Et là, ce serait peut-être une solution triple, et ainsi de suite dans d'autres exemples mettons, de tangence plus forte qu'une tangence simple. Là, ce n'est pas la difficulté. La difficulté, c'est de comprendre les singularités des courbes. Donc, je vais vous donner... je vais juste vous faire un dessin. Je ne vais pas écrire l'équation, mais ça, c'est un exemple de courbe cubique ayant, mettons, à l'origine une singularité où il n'y a pas de droite tangente unique, il y a quelque chose de mauvaise qui se produit. Et en fait, le seul problème que je ne vais pas résoudre dans ma présentation, c'est comment est-ce qu'il faut définir les multiplicités en général, surtout si les deux courbes sont singulières au même endroit où elles se rencontrent. Donc, si j'avais vraiment quelque chose de dégueulasse comme ça, OK, il y a une manière d'imposer ici un nombre entier qui sera la multiplicité du point d'intersection. Ça a pris jusqu'au 20e siècle pour vraiment définir cet invariant de l'intersection, et je ne vais pas le faire, mais c'est possible de le faire. Ça revient dans les solutions simples à quelque chose de possible à comprendre. Donc, voilà. Et pour décrire selon moi, l'idée derrière cette manière de résoudre le contre-exemple, c'est qu'on est en train d'ajuster
la notion de comptage de solutions. Donc, on pensait que le problème, c'était de compter le nombre de points d'intersection, mais en fait, on va ajuster la notion de comptage. Et il y a même une manière de prendre l'idée de base qui était de compter le nombre de points comme étant la somme de 1 pour chaque solution x et y dans l'ensemble des solutions. On prend une somme sur l'ensemble des solutions de 1 et ça nous donne le total du nombre de points. Et là, on va le remplacer par la somme sur tous les points solution de la multiplicité associée à cette solution, qui est souvent 1 et qui se simplifie parfois à la chose qu'on avait vue dans les exemples de base et qui explique l'existence des exemples au lieu des contre-exemples, mais qui est parfois un peu plus compliqué. OK, et voilà, donc il s'agit d'ajuster ce qu'on compte pour prendre en compte des phénomènes présents dans les contre-exemples. OK. Le quatrième contre-exemple, c'était le parallélisme. Parallélisme. OK. Donc, OK, mettons deux droites comme y égale x et y égale x plus 1. Si j'avais une solution à cette paire d'équations, je pourrais soustraire les deux équations et obtenir 0 égale 1, qui est clairement fausse. Donc, il n'y a aucune manière d'introduire, par exemple, d'autres valeurs que les valeurs complexes pour résoudre l'absence de solution de point d'intersection entre deux droites. Il ne s'agit pas d'aller à un corps plus grand que les nombres complexes. Il faut vraiment faire quelque chose de nouveau. Et en fait, il y a deux types de résolution de cet contre-exemple. Le premier, c'était celui qu'a fait Bézout en 1760 quelque chose. Pour lui, il a décidé de seulement appliquer son théorème aux courbes dont les équations étaient générales avec des coefficients, mettons, plus ou moins aléatoires. Pour lui, le mot, c'était des équations complètes. Et là, ça résout en même temps le 4 et le 3. Si j'ai deux courbes aléatoires, il n'y aura pas de tangence, il n'y aura pas de parallélisme, tout sera un peu plus au hasard. Sauf que, selon moi, ce n'est pas tellement satisfaisant. C'est comme le théorème tient à part les exceptions. Donc, c'est pas vraiment selon moi, une bonne manière. Et en plus, il n'y a pas vraiment de manière facile à caractériser quelles sont les courbes ayant ce type de parallélisme en général. Donc, la solution qu'on va prendre, nous, c'est un peu similaire à l'idée de passer d'élargir les valeurs possibles, mais c'est ce qu'on va appeler de compactifier l'espace ambiant. Compactifier. Compactifier l'espace R2 de solutions candidates en ajoutant ce que l'on nomme des points à l'infini, qui vont être comme des points limites, en ajoutant des points limites ou des points à l'infini. Et l'idée derrière ça, c'est que si je prends, par exemple, une droite donnée et une autre droite qui le croise en un point,
et que j'essaie de me rapprocher de cette situation-là en pivotant, par exemple, la droite orange. Donc, mettons comme ça, et ensuite comme ça. Et à la fin, j'ai... je vais juste le dessiner en droite solide. À la fin, j'ai la droite parallèle à la droite blanche. Et qu'est-ce qui se passe avec la solution? C'est que la solution promène à droite et se rend de plus en plus loin à droite. Et on peut imaginer qu'il devrait avoir à la fin une solution ajoutée qui prend en compte le fait que c'était comme la limite de la situation autour dans laquelle les deux droites sont très proches à être parallèles, mais ne le sont pas exactement. Donc, c'est l'idée de comment est-ce qu'on va résoudre ce type de contre-exemple. Et là, j'ai à peu près 10 minutes de plus. Est-ce que c'est ça? Oui, très bien. OK, donc je vais vous donner une introduction là, à ce que l'on nomme la géométrie projective. C'est la manière d'ajouter des points à l'infini. Et en fait, c'est la situation dans laquelle on avait déjà développé les maths, ou bien une version, un contexte mathématique dans lequel les droites parallèles se rencontrent à l'infini. C'est tout ce qui est la perspective. Donc, si je vous dessine un dessin avec l'horizon et des routes, des voies ferrées, OK, mettons 2 parallèles et une qui va à gauche, et je les prolonge, c'est que les deux qui sont parallèles vont se rapprocher à l'horizon, et l'autre va aller ailleurs selon la direction que ça prend. Et si c'était la même direction exactement, ça se rapprocherait du même point à l'infini. Donc là, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on définit le plan projectif. Et en fait, ce n'est pas exactement le dessin avec l'horizon, mais les maths sont liés à ça. OK. Je pense que je vais aller tout de suite à la démonstration. OK. Donc, là, on se place dans R3. Oh, excuse-moi. OK. Donc, la géométrie projective. Je vais vous définir le plan projectif. On va prendre R2, le plan de base, et on va le placer dans R3 comme étant le plan Z égale 1. Donc, c'est un plan parallèle au plan des X et Y, déplacé par une unité vers le haut. Donc, c'est celui en orange ici, le plan Z égale 1. Et voilà une courbe algébrique que j'ai tracée. C'est une moitié d'un hyperbole. OK. Donc, l'idée, c'est que, au lieu de parler seulement d'un point dans R2, on va associer à chaque point la droite dans R3 qui passe par l'origine et qui croise le point donné. Donc, à chaque point du plan R2, j'associe une droite dans R3. Et si je me déplace, je devrais avoir un contrôleur en haut. Si je me déplace dans R2, le plan orange, la droite va aussi changer, ça va se déplacer avec. Et donc, j'ai une association entre les points de R2 et l'ensemble des droites dans R3. Sauf que dans R3, il y a d'autres droites aussi que celles que j'ai présentées ici, car il y a aussi les droites qui se produisent si on laisse passer vers l'infini le point sur R2. Donc là, le point est en train de suivre la courbe très, très, très haut. Excuse-moi. OK. Si le point sur Z égale 1
s'approche de l'infini. Il y a toujours un point sur le plan z égale 1 et donc une droite, mais la droite va se pivoter et s'approcher de plus en plus à une droite qui est complètement contenue dans le plan z égale 0. C'est une droite horizontale. Et on peut même le voir là, c'est presque... OK, il semblait que qu'à la fin, la droite va disparaître, mais c'est juste une erreur de computation. Mais OK, et on peut voir qu'en s'approchant de l'infini, la droite se pivote et se rend sur z égale 0. OK, je pense qu'en vue du temps, je vais juste dire en mots, car je voulais vous donner aussi quelques conclusions après l'énoncé, la bonne version du théorème, que là, ça nous donne une manière d'associer des points à l'infini sur les bords du plan R2. On va travailler directement avec les droites. Il faut changer un peu la nature des équations polynomiales, que je n'ai pas assez de temps de vous présenter, désolé. Mais c'est ça. Et la chose à comprendre, c'est que, et je vais vous montrer un autre exemple, juste pour vraiment voir le parallélisme se résoudre. Donc, voilà deux droites parallèles, en rouge et en bleu. Et l'association entre les points sur le plan orange et les droites associées. Et on va juste envoyer le point rouge à l'infini et envoyer le point bleu à l'infini. Et si on regarde qu'est-ce qui se passe avec les droites associées en bas, ici, les droites commencent à coïncider. Et dans la limite, selon la théorie du plan projectif et la manipulation qu'on fait avec, on peut montrer que dans la limite, les deux limites des deux points sont effectivement égaux. Et donc, ça nous donne une façon de parler de points limites. Et, OK, donc là, ça suffit. Je vais juste prendre ça comme le résumé de la géométrie projective et vous donner donc l'énoncé correct du théorème de Bézout. OK, voilà donc théorème Bézout. Théorème Bézout corrigé. Donc, soit F et G, deux polynômes de degré D et E. OK, là, on va ajouter notre liste de corrections. Sans facteur commun. OK, en fait, c'est la seule chose à ajouter au début. Alors, en prenant en compte des solutions complexes et 4 des solutions à l'infini et en comptant avec les multiplicités et en comptant avec les multiplicités. OK? On a C intersection D est exactement égal à D fois 1 point. Et là, ça résolve tous les types de contre-exemples. OK, et je vais terminer avec une dernière petite remarque, juste pour suggérer dans quelle direction l'analyse mathématique se poursuit après cet théorème-là. La seule chose que je n'ai pas eu le temps de vraiment analyser, c'est juste le fait que là, on a pris une intersection de courbes et la formule pour le nombre de solutions, c'était un produit, D fois E.
OK, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est un produit? Pourquoi pas une somme ou une autre formule donnée, D plus 1 fois E carré, blablabla, ou quelque chose de symétrique, j'imagine. Pourquoi est-ce un produit? Et en fait, la réponse, c'est qu'il y a derrière tout ça un anneau. Si vous avez pris un cours d'algèbre abstraite, les anneaux, c'est les ensembles avec une opération d'addition et de multiplication. Et ce produit-là, c'est comme l'ombre de la structure d'anneau derrière la théorie de l'intersection. C'est le nom de cette partie de la géométrie. Donc, il y a un anneau, dans lequel les éléments représentent des courbes, mettons dans le plan, classifiées selon leur degré. L'addition, c'est l'union de courbes. Et la multiplication, c'est l'intersection. Et ça explique la raison pour laquelle, dans ce contexte, et en fait dans plusieurs autres contextes géométriques, il y a des formules pour compter le nombre de solutions à divers types de systèmes d'équations algébriques selon leur forme. Et ils ont souvent la forme d'un produit quelconque de valeurs associées. Et donc, ça mène dans la direction de la géométrie énumérative et la théorie de l'intersection. Et en fait, le tout s'inspire de ce théorème de Bézout qui date depuis très longtemps, mais qui est compris beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, c'est tout. Je vais arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention.